Mesdames, Messieurs, bonjour. Nous recevons dans ce numéro 2 de votre émission Tabokoto, M. Souleymane Ndiaye, directeur général de la SAPCO, par ailleurs président du parti politique SD2. M. Souleymane Ndiaye, bonjour. Oui, bonjour M. Mané. C'est un réel plaisir de vous recevoir aujourd'hui pour votre émission Tabokoto. Ok. Monsieur Ndiaye, à la question qui est Souleymane Ndiaye, que répondrez-vous? Bon, merci beaucoup. C'est un peu difficile de parler de soi-même, mais néanmoins, pour résumer, moi je me nomme Souleymane Ndiaye, je suis ingénieur de conception en génie civil, mais également je suis expert en audit énergétique dans les bâtiments. J'ai fait l'école primaire ici à Goudon. Et par la suite, j'ai continué mes études à Ziguinchor, le secondaire, premier cycle et second cycle. Après l'obtention du bac, j'ai continué mes études à l'université Cheikh Anta Diop il y a une année et j'ai fait le concours de génie civil. Et je suis sorti ingénieur de conception en génie civil. Par la suite, j'ai démarré le cursus professionnel en étant contrôleur au niveau de l'entreprise qui s'appelle Turniki Consulting. Turniki Consulting, c'est nous qui faisons le contrôle des travaux de soudage. Lorsque Expresso Sénégal devrait vraiment opérer au Sénégal, il y avait les pylônes d'abord à installer et d'autres équipements. Et moi personnellement, la partie génie civil, je faisais partie des ingénieurs qui faisaient le contrôle, n'est-ce pas, dans les greenfields. Les greenfields, c'est des pylônes qu'on implantait sur terre, des pylônes de 50 mètres, mais également les pylônes qu'on implantait sur les terrasses, pratiquement de Dakar 1 à Dakar 50, en partant vers Labrose, Déni Biramdaoud, Sangalkam et tout ça. C'est nous qui faisons le contrôle et c'était vraiment une très belle expérience. Après cela, j'étais chef du département génie civil à Énergie R. Énergie R, c'est une entreprise qui travaille dans le domaine des télécommunications également. Par la suite, j'étais dans une entreprise également à Kaolack qui faisait le contrôle des travaux du projet Fast Track. Fast Track sont des travaux de la Banque mondiale qui consistaient à construire des salles de classe un peu partout au Sénégal, n'est-ce pas? Mais moi, je faisais le contrôle au niveau de la région de Fatick. J'étais basé à Kaolack, mais les travaux moi, que je contrôlais, c'était même dans le département de Foundiougne, n'est-ce pas? Ce sont des salles de classe Passy, Djosson, Toubacouta, Sokone, n'est-ce pas? Et plusieurs villages. C'était 59 salles de classe, 10 blocs administratifs et 7 blocs d'hygiène, n'est-ce pas? Et j'étais même parti dans les sites insulaires. C'était une expérience vraiment très riche. Ce n'était pas évident de contrôler les travaux, surtout dans les sites insulaires. C'est par la suite que j'ai quitté cette entreprise et j'ai intégré l'Organisme national de normalisation du Sénégal, ASN. J'étais l'ex-ISN, Institut sénégalais de normalisation. Quand on parle de normalisation, souvent vous entendez parler des normes ISO. L'ISO, c'est l'Organisation internationale de normalisation. Mais l'ISO n'appartient à personne. L'ISO, c'est la Fédération des organismes nationaux de normalisation. Si vous êtes au Sénégal, il y a l'ASN. Quand vous partez en Côte d'Ivoire, c'est Codinor. Si vous partez en France, c'est AFNOR. Quand vous partez aux États-Unis, c'est ANSI. Et dans d'autres pays également, il y en a. Maintenant, c'est la Fédération des organismes nationaux de normalisation qui forme l'ISO. Lorsque je suis parti à l'ASN, j'étais là-bas d'abord en tant qu'un tout petit chef de bureau, n'est-ce pas? Chef de bureau, bâtiment, génie civil. Par la suite, bon, j'ai eu une promotion pour devenir chef de la division bâtiment, génie civil, électrotechnique. C'est durant cette période que j'ai même piloté
vraiment la prise de la réglementation sur le fer à béton. Lorsque vous vous souvenez bien qu'il y avait beaucoup d'effondrements de bâtiments, vers les années 2015, 2016, il y a des dalles qui s'affaissaient, des bâtiments qui tombaient, qui s'effondraient, mais c'était dû au non-respect non seulement des normes de construction, mais les matériaux de construction utilisés également n'étaient pas conformes aux normes en vigueur, telles que le fer. Je rappelle que les fers qu'on vendait au Sénégal, la longueur de la barre qui devrait être de 12 mètres, on livrait aux Sénégalais des fers de longueur 8 mètres. Donc les Sénégalais perdaient 4 mètres par barre de fer. Les diamètres nominaux n'étaient pas respectés, mais le plus important, c'est ce qu'on appelle la nuance de l'acier, qui devrait être de 400 mégapascales. On livrait aux Sénégalais des fers dont la résistance était inférieure à 300 mégapascales. C'est la raison pour laquelle il y avait beaucoup d'effondrements de bâtiments. Je rappelle qu'il y a ce qu'on appelle le principe du béton armé. Le béton a une forte résistance à la compression. Maintenant, quand on parle de béton, les gens le confondent avec des graviers noirs en basalte ou bien graviers clair en blanc en calcaire. Ça, ce n'est pas le béton. C'est ce mélange-là du gravier plus du ciment, de l'eau et du sable, c'est le mélange qui s'appelle béton. Maintenant, quand on met des armatures du fer, ça s'appelle béton armé. Des éléments en béton armé. Maintenant, on vous dit que ce béton-là a une forte résistance à la compression, mais n'a pas de résistance à la traction. Maintenant, pour pallier au défaut de la résistance du béton à la traction, on y met des armatures en béton armé. Si maintenant ces fers-là n'ont pas les caractéristiques mécaniques, technologiques et géométriques requises, ces fers ne pourront plus jouer ce rôle. C'est la raison pour laquelle l'État du Sénégal a pris la réglementation, surtout l'arrêté interministériel numéro 3088 du 29 février 2016, n'est-ce pas? Je rappelle qu'il y a une très grande différence entre une norme et une réglementation. La norme, elle est d'application volontaire. Ça doit être un gage de votre propre sécurité et la sécurité de vos biens. Vous allez vous dire que je vais me conformer aux normes. Mais la réglementation, elle est imposée. Maintenant, c'est à l'État de prendre les normes d'ordre sécuritaire, vraiment, les normes qui touchent à la sécurité publique, à la santé publique, à la protection des animaux et de l'environnement, et les rendre d'application obligatoire par un arrêté, par un décret, par une loi. C'est le cas de la norme dont j'ai cité, la norme sur le fer à béton. Et depuis lors, nous avons même imposé, lorsqu'on prenait cette réglementation, aux importateurs comme aux producteurs nationaux de faire ce qu'on appelle le marquage ou laminage à chaud. Comme ça, quand on va saisir du fer à Fongolémie, on saura que c'est tel industriel qui l'a fabriqué. C'est ça la traçabilité. Lorsque j'étais là-bas également, c'est moi qui ai piloté vraiment la mise en place du COSUEL. Vous entendez parler du COSUEL. Le COSUEL, c'est le comité sénégalais pour la sécurité des usagers de l'électricité. Vous vous souvenez, il y avait beaucoup d'incendies d'origine électrique. Vous entendez parler de l'incendie du marché Ocas, du marché de Kaolack, centrale de Kaolack et d'autres sites et bâtiments publics. Ce qu'on appelle les ERP, ce sont les établissements recevant des publics, et les ERT, les établissements recevant des travailleurs, comme les marchés, ainsi de suite. Maintenant, le COSUEL, ça consiste à faire quoi? C'est l'équivalence du COSUEL en France. C'est-à-dire, quand vous faites une construction neuve, avant que le distributeur Sénélec ne vienne vous mettre sous tension, il va falloir que le COSUEL envoie des contrôleurs qui vont vérifier si vos installations électriques intérieures sont conformes à la norme qui s'appelle NS 01001, règle d'installation électrique basse tension. C'est l'équivalence de la NFC 1500 en France. Si c'est conforme, ce n'est qu'en ce moment qu'on va vous délivrer une attestation de conformité. Et le distributeur viendra vous mettre sous tension. Et ce COSUEL-là a été mis en place conformément au décret 2017-1333 du 8 juin 2017, rendant obligatoire le contrôle de conformité des installations électriques intérieures. C'est important. Et ce COSUEL-là, c'est moi qui ai conduit sa mise en place. J'avais travaillé avec tous les services de l'État concernés, mais également l'association des bureaux de contrôle technique agréés par l'État du Sénégal. Durant cette période, j'ai été élu à la tête du comité bâtiment de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO.
j'étais le premier Sénégalais à avoir occupé ce poste-là, parce qu'il y a ce qu'on appelle les normes. Il y a le niveau national, il y a le niveau communautaire, CEDEAO, il y a le niveau africain, ORA, Organisation régionale africaine de normalisation, il y a le niveau international, c'est l'ISO. Maintenant, au niveau de la CEDEAO, il y a ce qu'on appelle l'ECOCHAM. ECOCHAM, c'est le schéma d'harmonisation des normes au niveau communautaire. Et durant les années 2014, 2015, 2016, jusqu'à ce que je démissionne, il y avait plusieurs comités techniques. Il y a le comité chimie, comité bâtiment, comité électrotechnique, comité agroalimentaire. Il y a même un comité qui s'occupait du tourisme. Maintenant, moi, j'étais le président du comité technique d'harmonisation des normes dans le secteur du bâtiment au niveau de la CEDEAO. Et à mon actif, j'ai pu faire élaborer, homologuer, n'est-ce pas, 24 normes adoptées à l'unanimité par l'ensemble des 15 États de la CEDEAO. Je rappelle que quand une norme existe au niveau communautaire, c'est la norme communautaire qui prime devant la norme nationale. C'est important de savoir cela. C'est la raison pour laquelle vraiment nous voulons que les experts nationaux puissent faire des commentaires lorsqu'il y a enquête publique. L'enquête publique, c'est quoi? Quand une norme doit être adoptée au niveau communautaire ou bien au même niveau international, il y a ce qu'on appelle le projet de norme qu'on envoie aux experts des pays pour que ces derniers puissent faire des commentaires. La normalisation, c'est une table de négociation. On normalise ou bien on subit. Si les experts nationaux ne font pas des commentaires durant la phase d'enquête publique, mais c'est fini. Nos préoccupations nationales ne seront pas prises en compte. Dès lors que la norme est votée, c'est fini. Nous serons obligés de nous conformer à la norme communautaire. C'est le cas de la norme sur l'huile de palme. L'État du Sénégal avait pris une réglementation qui imposait vraiment la norme nationale sur l'huile de palme qui réduisait la teneur en acide gras de 50 à 30, alors que la norme au niveau communautaire, au niveau de l'UEMOA, c'était à 50. Et la Côte d'Ivoire avait même attaqué le Sénégal au niveau de la Cour de justice de l'UEMOA. Mais la justice, à son temps, durant cette période, le Sénégal en avait profité pour implanter des usines comme Cinéma et tout ça. Et par la suite, la Côte d'Ivoire a eu gain de cause. À part la CEDEAO, moi je faisais partie des experts au niveau de l'Organisation régionale africaine de normalisation, ORA. Le comité dans lequel j'étais, c'est le comité THC3 dans le secteur du bâtiment. C'est nous qui avons élaboré les normes même sur les BTC, les blocs de terre comprimés. C'est important. On peut faire de la construction avec ces blocs de terre comprimés. Dans ces cas de figure, on n'aura pas besoin de climatiseurs, et ainsi de suite. On va jouer sur l'orientation du bâtiment et sur les matériaux de construction à utiliser. C'est important. Avoir une bonne température ambiante, n'est-ce pas, en période de chaleur comme en période de fraîcheur. Et je faisais partie également au niveau international, je faisais partie des experts de l'Organisation internationale de normalisation ISO, notamment les comités ISO TC 285 et le comité ISO TC 59 sous-comité 17 dans le secteur du bâtiment et génie civil. J'étais même le secrétaire général du comité électrotechnique national du Sénégal. Le comité électrotechnique national du Sénégal, c'est nous qui élaborons les normes dans le domaine électrotechnique. Parce que la normalisation, il y a les 3 grandes instances au niveau international. Il y a l'ISO qui s'occupe des normes de manière générale. Il y a la Commission électrotechnique internationale de normalisation et c'est nous qui étions le répondant direct de la Commission électrotechnique internationale de normalisation. Et il y a l'UT. L'UT, c'est l'organe au niveau international qui s'occupe des normes, mais dans le domaine des télécommunications. Bon, dans ce comité, moi je ne faisais pas partie, mais je faisais partie des experts également au niveau de la Commission électrotechnique internationale de normalisation. Je rappelle que ce comité-là, moi, lorsque je le prenais,
le Sénégal n'avait élaboré que 24 normes. Et quand on est membre affilié à l'AICI, le pays a droit à 200 normes pour adoption nationale. Et quand le pays en adopte 50, le pays passe du statut d'affilié à affilié plus et on a droit à un mentoring. Maintenant, de 1981, pratiquement à 2014, moi, lorsque je prenais le comité, on était à 24 normes. Lorsque je l'ai pris, en moins de 2 ans, j'ai fait passer les normes de 24 à 65. Le Sénégal est devenu affilié plus à l'AICI et nous avons même parvenu à signer un contrat de mentoring avec le comité français des électrotechnologies. Et j'avais également une convention avec le Comalec. Le Comalec, c'est le comité marocain électrotechnique également, n'est-ce pas? Et je suis parvenu à signer des conventions de partenariat avec plusieurs structures nationales, telles que Sénélec, ANER, AME et tout ça, n'est-ce pas? Parce que ce comité-là vraiment leur permettait de faire passer les préoccupations nationales que nous devons porter au niveau international. Donc c'était vraiment très important. Je rappelle que le Sénégal avait pris une réglementation qui interdisait l'utilisation des lampes à incandescence. Mais ce comité-là a beaucoup par là travaillé vraiment pour l'applicabilité de cette réglementation. Je rappelle que quand l'État prend des réglementations, on doit s'assurer de l'applicabilité de la réglementation. On doit avoir des laboratoires accrédités, mais également des experts qui pourront vraiment faire la différence. Ça, c'est au niveau international. Au niveau national, également, Dieu a fait que le président de la République m'a fait confiance pour la première fois en mon nommant directeur des infrastructures aéroportières du Sénégal, en date du 23 septembre 2020. Le chef de l'État avait un ambitieux projet, un ambitieux programme. Il s'appelle le PRAS. Le PRAS, cela veut dire Programme de reconstruction des aéroports du Sénégal, qui avait 2 phases. La première phase, ça consistait de reconstruire les aéroports de Saint-Louis, de Matam, de Ziguinchor, de Tambacounda et de Kédougou, en partenariat avec les Tchèques, l'entreprise qui s'appelle Transcon Electronic Systems. C'est un projet de 100 milliards, n'est-ce pas? Et lorsque le président de la République a lancé le projet en 2018, moi jusqu'à ma nomination, en date du 23 septembre 2020, il n'y avait même pas une seule brique qui était sortie de terre. Moi, lorsqu'on m'a nommé, immédiatement, 2 mois après, les travaux ont démarré. Je rends grâce à Allah subhanahu wa ta'ala. Et en moins de 2 ans, j'ai pu livrer l'aéroport Ousmane Masseck Ndiaye de Saint-Louis, qui est un aéroport vraiment qui répond aux standards internationaux, au nom de l'Organisation de l'aviation civile internationale, et qui a une piste de 2450 mètres de longueur, c'est une largeur de 45 mètres, avec des accotements de 7,50 mètres de part et d'autre. Et l'avion de référence, c'était le Boeing 737-300. C'est important. Et en bout de piste, on avait des prolongements d'arrêt de 60 mètres de longueur sur 60 mètres de largeur et une RESA. RESA, c'est Runway and Safety Area, de 90 mètres fois 2 fois la largeur de la piste. Donc ce sera 90 mètres fois 90 mètres des 2 côtés des bouts de piste, n'est-ce pas? Et les équipements d'aide à la navigation aérienne sont de dernière génération, n'est-ce pas? La tour de contrôle également, n'est-ce pas? Le hangar SLI, l'aérogare, n'est-ce pas? Et nous rendons grâce à Dieu, alhamdulillah, le chef de l'État a procédé à l'inauguration de cet aéroport en date du 14 juillet 2022. Et cet aéroport sera mis en service très prochainement. Il y a ce qu'on appelle la construction des infrastructures, mais il y a le calibrage des équipements d'aide à la navigation aérienne qui sont en cours. Et très bientôt, l'aéroport sera ouvert au grand public. Et là, j'ai vécu une expérience vraiment inédite. Parce que je suis le premier Sénégalais à avoir vraiment conduit les travaux d'un aéroport international. Et c'est l'occasion de rendre grâce à Dieu et de remercier son Excellence le Président de la République Macky Sall
qui m'a permis vraiment de vivre cette expérience. Lorsque on devrait faire le premier vol test, je me rappelle, notre ministre m'a dit que ah, Souleymane, c'est toi qui as construit l'aéroport. Avant que le président de la République ne descende, ou bien moi-même, c'est toi qui sera vraiment la première personne à vivre cette expérience. Si c'est bon, on va permettre à son excellence le président de la République de descendre. Mais bon, nous savons que nous avons respecté les normes de construction en vigueur. Et il y avait des bureaux de contrôle également qui veillaient à la conformité des travaux, n'est-ce pas, aux normes, n'est-ce pas, nationales comme internationales. Il y a la réglementation aéronautique nationale. Il y avait l'ANACIM également, qui est l'autorité de l'aviation civile au niveau national, n'est-ce pas. Il y avait également des experts au niveau de l'AIBD qui nous épaulaient, n'est-ce pas. C'était tout un ensemble. Moi j'étais à la tête, mais il y avait toute une équipe. Et nous partons même, pour la plupart du temps, à l'extérieur du pays pour aller faire ce qu'on appelle Factory Acceptance Test. C'est la réception en usine. Nous partons pour voir si les équipements doivent acheminer au Sénégal sont conformes aux normes. Si c'est conforme, nous, on signe le certificat de conformité. Si ce n'est pas conforme, on rejette. Et l'entreprise chargée de vraiment faire les travaux était obligée de se conformer aux observations que nous, les experts, nous faisons à l'époque. Et alhamdulillah, c'est l'occasion de féliciter l'entreprise Transcom Electronic Systems ainsi que tous les Sénégalais qui ont vraiment pu travailler à la réalisation de ce projet d'envergure. Même l'aéroport de Matam était à un taux de 80% de réalisation. L'aéroport de Kaolack, bien vrai que c'était confié aux forces armées, mais moi j'y allais en tant que directeur des infrastructures aéroportières en compagnie des experts de l'AIBD, de l'ANACIM ainsi que de la direction des infrastructures aéroportières pour aller vérifier vraiment la conformité des travaux aux normes de l'OACI, l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale. Je me rappelle que la piste qui devrait être faite, c'était, ils avaient prévu une piste de 2000 mètres de longueur sur une largeur de 30 mètres avec des accordements de 7,50 mètres de part et d'autre. Je rappelle qu'une piste d'aérodrome est dimensionnée suivant ce qu'on appelle l'avion de référence. L'avion de référence à Saint-Louis, c'est le Boeing 737-300. Mais à Kaolack, c'était les ATR-42. Même une piste de 1500 mètres de longueur, c'est une largeur de 30 mètres, pourrait suffire. Mais bon, l'armée voulait construire une piste de 2000 mètres. Mais, je me rappelle, nous avons eu des contraintes qui est liée à ce qu'on appelle le respect de la bande de piste. La bande de piste, c'est la distance entre l'axe de la piste et le premier obstacle, qui se trouvait être à Kaolack, la route nationale. Et on devrait avoir 75 mètres de part et d'autre de l'axe de la piste. Mais malheureusement, si nous prenons le CI24 qui mène vers Tambacounda, la bande de piste, on avait moins de 50 mètres. Et les normes de l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale ne seraient pas respectées. La raison pour laquelle nous avons pu réduire la piste de 2000 à 1600, en mettant également des prolongements d'arrêt et une réserve, n'est-ce pas? Et alhamdulillah, l'aéroport est construit, n'est-ce pas? C'est un aéroport militaire, hein? Mais certainement lorsqu'il y aura le gouvernement de Minenavaï, certainement les militaires vont ouvrir au civil, n'est-ce pas? C'est par la suite, bon, j'ai parlé du PRAS 1, le PRAS 2, ça consistait également à mettre aux normes 8 autres aéroports qui sont Simenti, Bakel, Linguère, Podor, Cap-Skirring, Kolda, Kaolack et Sédhiou. 8 aéroports. Et alhamdulillah, c'est en cours. Nous allons aborder la question de la SAPCO. Vous êtes à la tête de cette société il y a de cela quelques mois. Concrètement, quelles sont vos réalisations en Casamance? Oui, merci beaucoup. Je rends grâce à Dieu. Le chef de l'État m'a renouvelé sa confiance en mon nommant à la tête de la SAPCO, la Société d'aménagement et de promotion des côtes et zones touristiques du Sénégal. Auparavant, la SAPCO, c'était uniquement la Petite Côte. Ça s'appelait Société d'aménagement de la Petite Côte.
Mais depuis 2004, l'État du Sénégal a élargi ses compétences au niveau national et c'est devenu société d'aménagement et de promotion des côtes. Il y a la petite côte, il y a la grande côte et les zones d'intérêt touristique du Sénégal. Et moi, avant de venir à la SAPCO, je pense que la SAPCO travaille en Casamance, mais surtout au niveau de Cap Skirring, et la SAPCO avait un projet d'envergure également au niveau de Kafountine et Abéné. Au niveau de Cap Skirring, on est chargé de faire la requalification de Cap Skirring en station balnéaire qui va répondre aux standards vraiment internationaux. Au niveau de Kafountine Abéné, la SAPCO a un projet vraiment de faire ce qu'on appelle de l'écotourisme. Et malheureusement, actuellement, il y a le zircon qui est en train d'être en cours d'exploitation. Et la population a préféré ce projet-là pour que la SAPCO puisse attendre pour faire ces projets après. Mais nous avons là-bas un projet qui a avoisiné pratiquement les 400 et quelques milliards. C'est un projet d'envergure, n'est-ce pas? Et je rappelle que ce projet-là pourrait générer plus de 15 000 emplois directs. C'est important. Quand on parle d'emplois directs, il y a des emplois indirects. Et la commune pourrait gagner des milliards, ainsi de suite. Et l'État du Sénégal également. Il y a les taxes. Je rappelle que le tourisme est le second secteur pourvoyeur de devises au niveau national. Donc, au niveau de la Casamance, la SAPCO est en train de faire des efforts, n'est-ce pas, au niveau de Cap Skirring, au niveau de Kafountine Abéné. Lorsque je suis venu, c'est moi qui ai même activé la commission départementale de recensement et d'évaluation des dépenses. Parce que avant de réaliser le projet, il faut recenser d'abord les personnes impactées par le projet, mais également payer des impôts. Et le comité devrait travailler, mais le comité n'avait pas de moyens. Lorsque je suis venu, on m'en a parlé, j'ai dit que ça, moi je suis de la Casamance. Donc, non seulement on m'a élu pour travailler au niveau national, là, je rappelle que c'est une société nationale, mais vraiment, je dois tout faire pour réaliser un projet d'envergure, surtout en Casamance. Et j'ai tout fait pour financer les travaux de ce comité qui a démarré et qui a même produit son rapport. Actuellement, nous attendons vraiment les autorisations qu'il faut pour démarrer les travaux au niveau de Kafountine Abéné. Lorsque je suis venu, j'avais constaté également que la SAPCO n'avait absolument pas de projet dans la région de Sédhiou, n'est-ce pas? Je me suis dit que à Sédhiou, si le président de la République doit venir, les ministres ainsi que nous, directeurs généraux, pour la plupart du temps, nous partons passer la nuit, soit à Kolda ou bien à Ziguinchor, pour venir travailler à Sédhiou. Vraiment, ça m'a fait un peu mal. Je me suis dit que moi, en tant que directeur général de la SAPCO, je vais essayer de tout faire pour trouver des partenaires qui vont accepter de réaliser des réceptifs hôteliers dans les 3 départements. Le département de Goulam, le département de Sédhiou, ainsi que le département de Bounkiling. La région de Sédhiou a des potentialités touristiques. C'est durant cette période que j'ai organisé une visite avec mes équipes, l'équipe de la SAPCO. Nous avons fait des prospections de sites que nous avons proposés dès à présent aux partenaires. Il y a certains partenaires qui sont intéressés. Il y a d'autres qui nous disent, mais bon, soyez d'accord, c'est beau de construire des hôtels, mais est-ce que nous aurons des clients? Est-ce que ce ne sont pas des investissements à perte? Mais moi, en tant que fils de Goulam et tout ça, toujours, je leur disais que, mais bon, là, vous aurez assez de clients. Il y a des touristes qui viennent, mais qui n'ont pas là où loger, n'est-ce pas? Et c'est à nous également de faire la promotion après de ces hôtels pour que les Sénégalais qui même puissent venir passer, n'est-ce pas, des vacances dans ces différents réceptifs. Actuellement, nous sommes en prospection
pour d'autres sites. À Goudomp, quand même, nous avons pu trouver des sites au niveau de Goudomp ici. Là, ce que nous voulons, c'est de faire du tourisme d'affaires. Du tourisme d'affaires, là où la mairie nous a montré, ça va consister à construire des hôtels très modernes, n'est-ce pas? Au niveau de Djibana, là-bas, nous voulons faire ce qu'on appelle le tourisme de découverte. C'est une presqu'île, n'est-ce pas? Et les touristes pourront prendre les vedettes, aller vraiment dans ces sites-là. Et dans d'autres sites également, nous pourrons voir ce que nous pourrons faire. Il y a l'écotourisme, il y a le tourisme balnéaire, il y a le tourisme d'affaires, il y a le tourisme de découverte, n'est-ce pas? Et je suis en train de tout faire pour au moins réaliser vraiment ces projets-là avant de quitter la SAPCO. C'est ça. Et ces projets-là, ça va voisiner autour de combien Bon, nous avons prévu vraiment 20 milliards pour les travaux d'aménagement, n'est-ce pas? Et le paiement des impenses et tout, et 200 milliards d'investissement. Et ça doit générer plus de 10 000 emplois directs. Et nous voulons 1500 clés. C'est ça notre ambition. Et nous l'avons même inscrit dans notre plan 2023-2025. Nous avons vraiment envoyé au gouvernement, à l'État du Sénégal. Depuis votre nomination à la tête de cette société, combien d'emplois vous avez créé au niveau du département, notamment au niveau de la commune de Goudomp? Bon, je ne vais pas parler de ce nombre, parce que les autres localités, je rappelle que la SAPCO, ce n'est pas pour Goudomp. La SAPCO, c'est une société nationale. Nous devons faire des recrutements, mais tout en prenant en compte l'équité territoriale et des compétences surtout, n'est-ce pas? On ne doit pas vraiment faire ce qu'on appelle du favoritisme, n'est-ce pas? Il y a des Goudompois qui ont vraiment pu être recrutés, n'est-ce pas? Et c'est la base de leur CV. C'est l'occasion de les féliciter et de les encourager. Nous sommes là pour l'ensemble du territoire national. Je ne voulais pas parler de nom. Il y a des recrutements qui ont été faits ici, à Goudomp, comme ailleurs, comme à Sali, comme dans d'autres localités du pays. Et lorsque j'ai été nommé également, immédiatement, je me suis dit qu'on pourra faire ce qu'on appelle la RSE, la responsabilité sociétale des entreprises. Et j'avais vu un prestataire, n'est-ce pas, qui nous a permis d'avoir 5 vedettes. Nous avons déjà livré les 2 à la commune de Goudomp, l'une à la commune de Goudomp et l'autre à la commune de Djibana. Ces vedettes sont des vedettes modernes qui répondent aux standards internationaux, n'est-ce pas? La population pourra voyager tranquillement en attendant la construction du pont Temento Bambali. Mais non seulement il y a ces vedettes-là, mais il y a la construction des pontons également. Des pontons, parce que pour faire, avant de prendre une pirogue, il va falloir vraiment passer par un ponton. Et les pontons qui étaient là étaient dans un état vraiment délabré. C'était des pontons en bois. Et tout le monde sait que le bois n'est pas un matériau homogène. Et en période de fraîcheur ou bien en période de pluie, n'est-ce pas, ce bois-là pourra s'agir, n'est-ce pas? Donc c'est la raison pour laquelle nous voulons construire des pontons comme ce qui est de Katangabouche, n'est-ce pas, en béton armé. Quelles sont les raisons qui vous ont motivé